1er mars 2022, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, annonce une guerre économique et financière totale à la Russie. Et pour cela, il compte mettre en place un ensemble de sanctions financières à son égard, afin de provoquer, dit-il, un effondrement de son économie. Même s'il s'est rapidement rendu compte de son erreur diplomatique et surtout stratégique. Macron, de son côté, prédisait un étouffement de l'économie russe, avec dans la foulée un train de sanctions à l'encontre de la Russie. Diminution des importations de pétrole russe jusqu'à l'interdiction de 3 chaînes télé, en passant par la sanction de 80 oligarques russes, et exclure certaines banques russes du réseau interbancaire SWIFT, avec l'appui de Visa et Mastercard. Aussi en abolissant le droit de propriété. Il décide tout simplement et de manière unilatérale de saisir les biens et les avoirs russes sur le territoire européen, ce qui s'apparente à une véritable chasse aux sorcières. Mais revenons aux sanctions, car le gel des réserves russes, qui s'élève tout de même à 630 milliards de dollars, entraîne la cessation de tous les paiements. En bref, la Russie ne peut plus payer ses fournisseurs et vendre à ses clients. Et cela a pour conséquence de faire plonger la valeur du rouble à 138 pour 1 dollar. Cependant, les Européens vont s'en mordre les doigts. En effet, la France n'a que peu de matières premières sur son territoire et elle importe la quasi-totalité de ses besoins, sauf que la Russie est l'un de ses plus gros fournisseurs. 17% des besoins en gaz, 13% en pétrole, 30% en charbon, mais aussi divers métaux pour l'industrie comme le titane et l'aluminium. L'hiver s'annonce très rude pour les Européens, entre restriction de la consommation et inflation des prix de l'énergie. Et au milieu, il y a la Turquie qui pointe le bout de son nez et qui a joué un rôle de médiation majeur d'un point de vue diplomatique et qui en a profité pour exploiter les opportunités économiques. C'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Comment la Turquie sort grande gagnante de ce conflit entre Européens et Russes tout en étant piloté à distance par les Américains. Et comment, à notre échelle, peut-on à la fois se protéger de ces temps difficiles qui sont à venir ainsi que de profiter d'opportunités économique. Mais avant cela, si tu es intéressé par l'investissement en Turquie, je t'invite immédiatement à rejoindre mon groupe Telegram Opportunity Turquie. Tu retrouveras le lien en description. Avec l'invasion de l'Ukraine et les problèmes sur les réacteurs nucléaires français, les prix de l'énergie flambent en France. En effet, le mégawatt d'électricité se négocie à plus de 1000 € en France, alors qu'il y a qu'un an, les prix étaient d'environ 85 € le mégawatt. Autrement dit, la facture va plus que décupler. Ajouté à cela, il y a également un risque de pénurie de gaz, même si Emmanuel Macron, en déplacement à Alger, s'est montré rassurant vis-à-vis des Français sur la pénurie de gaz en France. En fait, si la France peut se passer du gaz algérien, ce n'est pas le cas de l'Allemagne ou de l'Italie qui importent respectivement 66% et 43% de ses besoins en gaz à la Russie. La guerre économique contre la Russie annoncée par le fameux Bruno Le Maire a permis à la monnaie russe finalement de prendre de la valeur en passant de 70 à 50 face au dollar. Mais on ne peut pas en dire autant de l'euro car le risque de pénurie des matières premières vitales aux économies européennes fait planer sur elles le spectre de la récession. C'est pour cela que l'on voit de gros fonds vautours, hedge funds, shorter l'euro, c'est-à-dire qu'elle vend à découvert ses positions en euros. Vient s'ajouter à cela la différence des taux directeurs entre la Fed et la BCE. La Fed, pour endiguer l'inflation, remontait plus vite et plus fort ses taux. Alors que Christine Lagarde, présidente de la BCE, restait timide sur leur remontée, ce qui a provoqué une fuite des capitaux de l'Europe vers les USA car l'argent y est mieux rémunéré. Et cela pour conséquence la chute de l'euro. En effet, depuis quelques jours, l'euro vaut moins que le dollar. Tout d'abord, d'un point de vue diplomatique, dès le début du conflit, la Turquie n'a fermé aucune porte, en condamnant à la fois l'invasion russe, mais sans participer aux sanctions des Occidentaux pour autant. À l'image de sa position géographique entre l'Europe et l'Asie, la Turquie a réussi à faire le pont entre l'Est et l'Ouest, notamment en accueillant l'accord d'Istanbul qui a permis de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes. Selon de nombreux observateurs, la Turquie s'est montrée la grande gagnante d'un point de vue diplomatique, voire politique, à l'aube des prochaines élections nationales. Passons au volet économique cette fois. Avant tout, il faut le préciser, la Turquie passe par une crise monétaire sans précédent, avec une forte dévaluation de la monnaie locale, la Turkish Lira. Et pour y remédier, Erdogan est allé à contre-courant de toutes les théories économiques classiques. Il a décidé tout simplement de continuer à baisser les taux directeurs et laisser filer l'inflation afin de purger la dette. Avec un objectif, préserver le tissu économique turc et donc les emplois turcs. Alors que la logique économique dominante envisage d'augmenter ses taux pour endiguer l'inflation,
mais toute dette doit être remboursée et il compte bien la rembourser d'une part avec l'épargne turque et d'autre part avec les investissements étrangers. Mais cet afflux de liquidités massive dans l'économie turque a son côté pervers parce qu'elle amplifie l'inflation déjà très importante. Néanmoins, le président turc n'est pas sourd aux revendications de son peuple. Pour preuve, il a revalorisé le SMIC de 50% au mois de janvier, suivi d'une deuxième augmentation au mois de juillet de 30%. Donc suite à ce conflit, quelles sont les retombées positives de la Turquie malgré cette crise monétaire que l'on vient de voir? Tout d'abord, d'un point de vue industriel, on vient de voir que la stratégie est sur du long terme et donc de booster la production locale, ce qui a permis d'atteindre des records à l'exportation. Et l'objectif pour la Turquie est de devenir une alternative crédible à la Chine pour les grands groupes européens. Le tourisme également est un pilier de l'économie turque. Déjà dans le top 10 des pays les plus visités au monde, la Turquie est également une terre d'asile. Dès qu'un conflit éclate dans la région, elle attire régulièrement les investisseurs étrangers en quête de stabilité. Et l'exemple du conflit ukrainien et russe l'a démontré une nouvelle fois, les premiers fuyant la guerre, tandis que les seconds échappaient aux sanctions occidentales. Et cet été, la compagnie Airlines nationale Turkey Airlines, ex-Turkish Airlines, a battu des records. Avec 87% de taux d'occupation, plus de 30 millions de passagers au cours du premier semestre et près de 7 millions pour le mois de juin seulement. En parallèle, fin de l'été, l'Europe suspend l'accord facilitant la délivrance des visas aux Russes et on parle à présent d'une interdiction totale, ce qui fait bien entendu les affaires du tourisme turc qui bénéficient déjà d'une part importante de la devise russe. Et pendant ce temps, en Allemagne, le moteur économique de l'Europe, le hard discounter Lidl propose aux Allemands des voyages tout compris vers la Turquie pour échapper à la crise énergétique durant l'hiver. Carton plein pour cette opération commerciale. Mais comme tu peux l'imaginer, cet engouement de l'investissement en Turquie n'est pas sans conséquence. Cela a provoqué la flambée des prix de l'immobilier. Selon le journal turc Sabah, le nombre d'achats de logements par des ressortissants russes en Turquie a bondi de 186% en un an. L'afflux d'investisseurs venus de Russie et d'autres pays a fait bondir les prix de l'immobilier de 125% en un an, aux grandes dames des Turcs frappés par l'hyperinflation. Alors à présent, comment peut-on profiter de ces opportunités économiques? C'est ce que je t'annonçais en début de cette vidéo et c'est ce que l'on va voir à présent. J'ai sorti à peu près deux domaines, deux secteurs dans lesquels on peut tirer notre épingle du jeu. La partie industrielle. Effectivement, la Turquie est en train de s'imposer et de monter en puissance dans ce secteur-là et clairement, il y a des choses à faire au niveau du e-commerce. Je t'en parlerai dans de prochaines vidéos sur ma chaîne. Deuxièmement, tu l'as compris, il s'agit de tourisme et d'immobilier. Je t'en parle depuis un petit moment sur ma chaîne. Clairement, il y a de belles opportunités à saisir en Turquie, il y a un gros potentiel, les prix sont bas et même avant ce conflit, c'était extrêmement intéressant. Ce conflit n'a fait qu'accélérer le développement de ce secteur-là et c'est pour cela que personnellement, j'ai investi de manière conséquente à Antalya. Je t'invite également à le faire. Je t'ai partagé de nombreuses opportunités justement à travers mon groupe Telegram Opportunity Turquie. Je t'invite à le rejoindre si ce n'est pas encore fait, dans lequel justement je te partage mon expérience, je te partage mes investissements, ce que j'ai réalisé pour que tu puisses en profiter également à ton tour. Alors pourquoi est-ce si intéressant d'investir dans l'immobilier et notamment dans l'investissement locatif en Turquie? Eh bien tout simplement, dans un premier temps, tu as la possibilité de diversifier, de gagner une certaine garantie car cette région, notamment Antalya, attire énormément d'investisseurs assez fortunés de tout horizon, de la Russie comme on l'a vu, des Européens, mais aussi du Moyen-Orient. Donc ça nous donne une certaine garantie, sécurité en termes de sources de revenus, premièrement. Deuxièmement, dû à son fort potentiel en termes de rentabilité. On a un coût qui est faible alors qu'en termes de location ou de vente, les prix commence à augmenter de plus en plus, ce qui nous offre une forte rentabilité à deux niveaux. D'un premier niveau en termes de plus-value, si demain on souhaite revendre, on peut enregistrer de fortes plus-values. Comme j'ai pu le faire ne serait-ce que sur ce semestre 2022, j'ai réalisé dans mes biens des plus-values de plus de 40%, premièrement. Et deuxièmement, de réaliser également un cash flow, une source de revenus mensuels grâce à la location touristique. Ça, c'est le deuxième point qui est extrêmement important. Et le troisième point qu'il faut également garder en tête, c'est de se dire que tu es payé en euros ou en dollars, sachant que toi, tu payes tes frais de gestion, nettoyage, fabrication, réparation et autres, en lira. Donc déjà, ça c'est intéressant. Et en plus de ça, cette conversion te permet de compenser largement s'il y a une dévaluation de la lira, car tu continues à être payé en euros ou en dollars. Avec l'inflation qui ronge nos économies et la récession destructeur d'emplois, il devient vital de réfléchir à une bonne stratégie. L'avenir en Europe s'assombrit clairement, pas seulement d'un point de vue économique. En misant sur le tourisme en Turquie, tu vas d'une part mettre à l'abri ton épargne et d'autre part jouir d'une bien meilleure qualité de vie. Si toi aussi tu veux rejoindre les personnes qui m'ont fait confiance dans l'investissement locatif
en Turquie, je t'invite encore une fois à rejoindre ce groupe Opportunity Turquie, groupe Telegram dans lequel je te partage justement mes opportunités et l'expérience de ce que moi je réalise également personnellement. Je te dis à bientôt, je te mets le lien en description. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien partage-la, like-la, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt, bis and kiff, ciao ciao.